Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais revenir sur un concept, le concept clé de la chain rule, ou règle de dérivation des fonctions composées en français. Et donc je vais commencer par un petit rappel de R dans R, et après on approfondira dans des espaces de dimension plus grande que 1. Alors on avait vu précédemment, donc ça c'est censé être acquis et connu, que si on a deux fonctions, f et g, qui vont chacune des réels vers les réels, alors leur composition, elle aussi, va des réels vers les réels, et la dérivée de g rond f au point A, c'est égal à cette chose-ci, donc à g' en f de A fois f' en A. Donc on a bien notre ensemble R ici, hop, qui va jusqu'au réel, et là on a f, donc on n'oublie pas que la composition, on prend d'abord f puis g, donc ici j'ai f qui agit sur mon ensemble, et ensuite j'ai g qui agit à nouveau sur mon ensemble, et ceci, eh bien c'est la composition g rond f. Et donc pour rappel, donc on a que g rond f appliqué au point x, c'est égal à g de f de x. Alors regardons peut-être un petit exemple pour se rafraîchir la mémoire. Donc si on a f qui va des réels vers les réels, et qui à tout x associe 3x, et puis on a g, pareil, des réels vers les réels, et qui à tout x associe le sinus de x. On peut déjà regarder la composition g rond f de x, c'est égal à, comme je l'ai dit, g de f de x, donc sinus de 3x. Inversement, par exemple, f rond g, cette fois-ci, de x, là, ce serait égal à 3 sinus de x. Et donc, ici, ces fonctions sont dérivables sur tous les réels. Donc, voilà, la dérivée, c'est vraiment une propriété locale. C'est pour ça qu'ici, on met un point A. Mais bon, ici, je vais considérer que, vu qu'elles sont dérivables sur tout leur domaine, je vais considérer leur dérivée en x. Et donc, on a que g rond f' de x, par la formule que j'ai ici, c'est égal simplement à g' de f de x fois f' de x. Alors f' de x, donc c'est simplement égal à 3. G', la dérivée du sinus, c'est cosinus, appliqué en f de x, donc 3x, et on obtient bien 3 cosinus de 3x. Alors maintenant, on a vu cette année que si on avait une fonction f qui, cette fois-ci, allait de R vers R puissance n, et G qui allait de R puissance n vers R, alors leur composition G rond f, à nouveau, va de R vers R, pardon, comme ceci. Je vais effacer cela. Et donc le petit dessin, cette fois-ci, c'est notre ensemble de départ, c'est R. F agit dessus, envoie tous les éléments sur R puissance n, puis G renvoie sur R, et donc ça, c'est notre composition. Donc ici, on a F, G, ici, G rond F. Et on a une autre formule, cette fois-ci. On a que G rond F' en A, c'est égal au produit scalaire du gradient de G en F de A, et f' de A. Alors, on voit bien que f' de A, donc c'est un vecteur, cette chose-là, c'est un vecteur qui appartient à R puissance n. Et pareil, le gradient de G, c'est aussi un vecteur qui appartient à R puissance n, et donc on a bien quelque chose d'homogène ici. Alors moi, je préfère le voir comme ceci. Ce produit scalaire, en fait, c'est la même chose que
ce produit matriciel-ci, et je vais revenir après sur pourquoi est-ce que je préfère écrire ça comme ça. Voilà. Donc ici, on a bien quelque chose qui du coup est de taille 1 fois n, et ici de taille, donc je devrais peut-être mettre là, cette chose-là, ça appartient aux matrices de taille 1 fois n, et cette chose-là aux matrices de taille n fois 1. Et donc on a bien à nouveau quelque chose qui est homogène et qui nous donne un nombre. Donc ça nous fait penser au fait que effectivement la différentielle de G rond f, c'est bien une forme linéaire. C'est-à-dire que c'est une application qui prend un vecteur et nous donne un scalaire. Et donc, en fait, tout ça, ça découle de la formule vraiment générale de la règle de dérivation de composition de fonctions qu'on va voir juste après. Mais donc, peut-être d'abord faire un petit exemple, à nouveau. Donc, si on a, donc exemple, si on a G qui va de R2 dans R, et qui a tout couple xy associe x carré plus y carré. Puis nous avons f qui va de R vers R2 et qui a tout x associe le vecteur e exposant x ln de x. Et moi, ma question c'est, alors, qu'est-ce que la chose suivante? En x, à nouveau, ces fonctions, celle-ci est différenciable sur tout son domaine, et ces fonctions sont dérivables partout, sauf pour ln de x, qui est dérivable uniquement sur les réels positifs. Mais donc on va considérer qu'on part, disons, de R+. Et voilà, moi j'aimerais bien calculer ça, donc qu'est-ce que ça nous dit? On doit déterminer le gradient de G et la dérivée de f. Alors, le gradient de G en tout point xy, donc c'est le vecteur suivant, G, pardon. Le vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles de G. Voilà. Et donc ceci, x carré, si je dérive ceci par rapport à x, j'obtiens 2x, et si je dérive par rapport à y, j'obtiens 2y. Donc ça, c'est le gradient de G pour tout point x, y, et la dérivée de f pour tout x, c'est égal au vecteur suivant, donc e exposant x, quand je dérive, ça reste lui-même, et ln de x, c'est 1 sur x. Donc voilà, maintenant, ceci, par définition, c'est égal au produit scalaire de delta G appliqué en f de x, et f' appliqué en x. Et comme je l'ai dit, moi je préfère voir ça comme un produit matriciel. Ce serait la transposée du gradient de f de x, du gradient de G en f de x, pardon, fois f' de x. Et ceci, c'est la chose suivante. Donc, le gradient de G en f de x, alors f de x, on se rappelle, c'est e exposant x ln de x. Donc ça, c'est ma composante x, et ça, c'est ma composante y. Et donc, le gradient de G, ce serait 2 fois e exposant x en composante x et 2 fois ln de x en composante y. Et donc, la transposée, c'est la matrice ligne suivante, c'est 2 e exposant x, 2 ln de x, comme ceci. Et f' de x, on l'a déjà déterminé juste là. C'est e exposant x fois 1 exposant x. Et donc on voit bien que ceci, c'est une forme linéaire, et en fait c'est la différentielle de g en f de x. Et donc,
en développant pardon, mon produit, ceci, ça revient juste à 2 fois e exposant x fois e exposant x, donc 2 fois e exposant 2x, plus 2 fois ln de x sur x. Et du coup, tout ça, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient du résultat suivant, que je ne vais pas démontrer parce que je vais en démontrer un autre, mais le fait est le suivant, c'est que, en général, si on a, disons, j'ai une fonction qui irait de r exposant n vers r exposant p, et f, une fonction qui irait de r exposant m vers r exposant n, où m, n et p sont des entiers, ben alors la composée g rond f va de r exposant m vers r exposant p, et on a le résultat suivant très important, qui est que la différentielle de g rond f au point A, moi je le note comme ça en indice, c'est égal, donc du coup c'est la fonction, pardon, qui va elle aussi de r exposant m vers r exposant p, et qui à tout vecteur v associe la chose suivante. Et ce qu'on va voir, c'est que cette chose-là, c'est égal à la différentielle de g au point f de a, composée avec la différentielle de f au point a, et donc que j'applique au point v. Et donc ceci, c'est réellement une application linéaire. On sait que la différentielle, c'est une application linéaire, et donc on sait aussi que chaque matrice définit une application linéaire, et chaque application linéaire définit une matrice ayant supposé une certaine base. Et donc ceci, on peut aussi le réécrire matriciellement, et ça du coup, ce serait égal au produit matriciel entre la matrice jacobienne de G au point f de A, fois la matrice jacobienne de f au point A, fois le vecteur v. Et en fait, c'est pour ça que moi, je préfère réécrire ce produit ici comme ceci, parce que réellement, là, ça, c'est un produit matriciel, hein, donc on a une matrice ligne fois un vecteur colonne, et ça nous donne un chiffre. Alors ici, on aura plus généralement toujours des vecteurs, hein, vu qu'on passe, du coup, ceci, c'est de dimension p fois n, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ceci, c'est de dimension n fois m. Et du coup, le vecteur v, c'est de dimension m fois 1. Voilà. Et donc, le produit est bien homogène. Bon, alors ceci, je ne vais pas le démontrer parce que le résultat est dans le cours. Mais on va déjà faire un petit exemple qui vient d'un TP, en fait. Si on a maintenant, donc, exemple, si nous avons la fonction f qui va de R0+, croix R0+, vers les réels, et qui à tout couple xy associe l'expression suivante, e exposant x sur y fois ln de x sur y. Et la fonction g qui va du produit suivant, voilà, vers R2,
et qui, à tout couple Rθ, a ceci, R cos θ, R sin θ. Donc vous l'aurez remarqué, ceci, c'est le changement de coordonnées polaires. Et donc la première chose qu'on nous demande, c'est de calculer df de 1,1 et dg en racine de 2 pi sur 4. Alors, en toute généralité, la différentielle, c'est la matrice suivante. C'est la matrice qui, en première colonne, a la dérivée partielle de f par rapport à sa première composante, que je vais appeler ici x, et en deuxième colonne, la dérivée partielle de f par rapport à sa deuxième composante y. Et ici, donc c'est pareil, c'est d rond f, ici la première composante c'est dr, c'est g, et ici dθ. Donc là on parle bien de la fonction g. Voilà. Donc ce sont ces deux matrices-ci, mais c'est toujours intéressant de s'intéresser aux dimensions. La différentielle de f, la dérivée partielle de f par rapport à x, c'est en réalité juste un nombre. Pareil pour y du coup, et ceci, ça appartient donc à l'ensemble des matrices 1 fois 2 sur R, alors que ici, ces dérivées partielles, en fait, ce sont des vecteurs. On voit bien que G va de un sous-ensemble de R2 vers R2, et donc ceci, ça appartient aux matrices de taille 2 fois 2 sur R. Alors la dérivée partielle de f par rapport à x et y sont un peu pénibles à calculer, mais allons-y tout de même. On n'a que d rond f par rapport à x de xy, c'est égal à du coup 1 sur y fois e exposant x sur y fois ln de x sur y, plus et bien, e exposant x sur y. Donc ici, à nouveau, j'utilise réellement la formule de composition, de dérivation de composition de fonction, mais sur R. Du coup, voilà, fois y sur x, vu que la dérivée de ln c'est 1 sur x, fois, je dérive par rapport à x, donc fois 1 sur y. Et ça, donc, c'est bien notre dérivée partielle par rapport à x. Et la dérivée partielle par rapport à y maintenant, en xy, c'est égal à, alors, donc 1 sur y fois, non, moins x sur y carré, vu que je dérive par rapport à y, fois e exposant x sur y, ln de x sur y, plus e exposant x sur y fois y sur x fois moins à nouveau x sur y carré. Donc voilà, je vous ai épargné la simplification de ces expressions, et donc nous, on ne s'intéressait pas à la différentielle en x ou y, mais on s'intéressait à la différentielle en 1,1. Et donc si je remplace par 1,1, donc ici ça nous fait 1 fois e fois ln de 1 sur 1, 0, donc ceci vaut 0, fois 1 fois e, donc ça nous vaut tout simplement e, et donc ici, où est-ce que c'était? Voilà, on aura bien une matrice ligne, et pour y, du coup, si je remplace tout par 1, alors ici le ln de 1, ça va de nouveau nous faire 0, et ici on aura juste e fois le moins ici, donc on aura moins e. Et donc ça, c'est la différentielle de f au point 1,1. Ensuite, maintenant, la différentielle de g au point, on nous demande du coup racine de 2 pi sur 4. Alors on y va. Ici, les dérivées partielles sont plus faciles à calculer. Je me suis encore trompé, mais c'est toujours g.
Alors, on dérive G d'abord par rapport à R. Alors, l'expression de G, c'est juste ici. Donc, si je dérive par rapport à R, bah, tout ce qui me reste, c'est le vecteur suivant, cos θ, sin θ. Et donc, ceci, c'est bien un vecteur, hein, donc c'est une matrice colonne. Et si je dérive par rapport maintenant à θ, eh bien, alors la dérivée de cos, c'est moins sin, donc ça nous donne moins R sin θ. La dérivée de sinus, c'est le cosinus, donc R cos θ. Et donc maintenant, la différentielle de G au point racine de 2 pi sur 4, je peux la représenter par une matrice. Et donc, la première colonne, c'est mon vecteur dérivé partiel par rapport à R. Et ici, on te demande, du coup, en racine de 2 pi sur 4, mais en fait, on voit que mon vecteur dérivé partiel de G par rapport à R ne dépend plus de R, il dépend seulement de θ. Et on sait que cos θ sin θ en pi sur 4, ben, c'est simplement racine de 2 sur 2. Et maintenant, pareil, pour mon vecteur dérivé partiel selon θ, ben, alors ça me fait du coup racine de 2, donc moins racine de 2 fois racine de 2 sur 2, ça me fait simplement moins 1. Et racine de 2 fois racine de 2 sur 2, ça fait 1. Et donc voilà, ici, ça là, c'est le vecteur d rond G, d rond R, et ceci, c'est le vecteur d rond G, d rond θ. Et en fait, si on regarde ceci comme cela, là, dans les colonnes, on a les vecteurs dérivés partiels par rapport à la première variable, à la deuxième, à la troisième, s'il y avait plus de composantes, etc. Et si je regarde comme ceci, en fait, c'est juste le gradient de G, le gradient de la première composante de G. Donc le G, c'était égal à R cos θ, R sin θ. Alors si je prends la première composante de G, que je dérive d'abord par rapport à R, j'obtiens bien cos θ qui, en pi sur 4, vaut racine de 2 sur 2. Puis si je dérive par rapport à θ, bah, j'obtiens, comme on l'a vu, moins R sin θ. Et en racine de 2 pi sur 4, ceci me donne moins 1. Donc là, comme ça, si je veux, ça c'est le gradient de G1, la première composante, bon, à nouveau, ici aussi, c'est en racine de 2 pi sur 4, donc je vais peut-être pas le réécrire. Et ça, c'est le gradient de la deuxième composante. Bon, réécrivons-le. Voilà. Et donc le troisième point, on nous demandait maintenant de déterminer la différentielle de f tilde en racine de 2 pi sur 4, où vous vous en doutez, f tilde, c'est la composition f rond G. Et ben pour ça, on re-regarde notre formule juste ici. Bah, ça nous dit que la différentielle de G rond f, donc bon, nous dans l'exercice, le f et le G s'inversent, mais ça ne change rien à ce qu'il faut faire, bah, c'est égal à cette chose-là. Et donc, ce qu'on aura, c'est que la différentielle de f tilde, qui est égale à la différentielle en ce point-ci, que je vais appeler A, qui est égale du coup à la différentielle de f rond G au point A, j'aurais dû noter ici, eh bien c'est égal à la chose suivante, c'est égal à la différentielle de f au point G de A, composée avec la différentielle de G au point A, et donc ceci, c'est égal au produit matriciel suivant, c'est la jacobienne de f au point G de A, fois la jacobienne de G au point A. Donc peut-être avant de faire ceci, regardons bien ici si les dimensions sont homogènes. Donc on a la chose suivante. On a G qui va partir, je vais pas tout réécrire, mais
disons que G part d'un sous-ensemble U de R2 vers R2, et F qui, pareil, partait d'un sous-ensemble, j'aurais dû noter V, de R2 vers R. Et donc ici, on a G, ici on a F, et ça c'est F tilde qui est égal à... pardon, c'est l'inverse. Et non, en fait, c'était bien juste, donc c'est G ici, F ici, pardon, qui est égal à F rond G. Et donc, bien, pour F, on a deux vecteurs de base pour l'ensemble de départ et un vecteur de base pour l'ensemble d'arrivée. Donc, ce truc-ci, ça devrait nous donner une matrice de taille 1 fois 2, vu qu'on a deux vecteurs de base, dont l'image sera exprimée comme une combinaison linéaire de un seul vecteur de base. Et si on regarde bien, cette matrice-ci, du coup, elle est bien de taille 2 fois 2, hein, on l'a vu précédemment. Et pareil, elle part de R2, enfin d'un sous-ensemble de R2 vers R2, donc de taille 2 fois 2. Et cette matrice-ci, elle est bien de taille 1 fois 2. Et donc le produit, ça nous donnera bien une matrice de taille 1 fois 2. Donc voilà qui est dit. Et donc, si je reprends mes matrices, il faut que je les trouve, ce n'est pas ici. Ah, voilà, donc la différentielle de f, c'était juste une matrice ligne, et ici on nous demande au point racine de 2 pi sur 4. Et bah du coup, on y va. La seule chose à déterminer en fait ici vraiment, c'est g de a, vu que le reste on l'a déjà fait. Et donc g de a, si on regarde, bah, racine de 2 pi sur 4, donc racine de 2 fois racine de 2 sur 2, ça nous donne, eh bien, ça nous donne simplement 1. Et pareil, ici, ce sera racine de 2 fois racine de 2 sur 2, donc ça nous donne 1. Donc g de a est égal à 1, et donc nous, ce qu'on veut calculer, c'est la chose suivante. df tilde au point racine de 2 pi sur 4, bah, c'est égal à la jacobienne de f au point 1, 1, hein, parce que g de a, c'est 1, 1, multiplié par la jacobienne de g au point racine de 2 pi sur 4. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on nous a demandé de calculer précédemment. Et donc, je rappelle les deux matrices, on a E moins E et cette matrice-ci. Et donc, sous forme de produit matriciel, ça nous donne E moins E fois racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, moins 1, 1. Et donc ceci, en développant, ça nous fait tout simplement donc, alors E fois racine de 2 moins E fois racine de 2, donc ça nous donne 0. Et puis ici, moins E, ça nous donne moins 2E. Et ici, il est bien logique qu'on ait une matrice ligne, vu que la différentielle de f, c'est une forme linéaire. Hein, donc ça prend un vecteur et ça nous renvoie un nombre. C'est ce qui est indiqué ici. Et alors du coup, la dernière chose que je voulais voir dans cette vidéo, c'est un théorème que là, je vais démontrer cette fois-ci, qui concerne les changements de variables. Donc en fait, quand on fait un changement de variable et qu'on veut différencier, dériver nos expressions de nos nouvelles coordonnées, on peut le faire en fonction des coordonnées de base. Donc c'est ce que nous dit, enfin des coordonnées de base, des coordonnées que l'on avait utilisées au début. Et donc c'est ce que nous dit le théorème suivant, le théorème 8.1. Alors voilà, j'ai recopié l'énoncé pour gagner un peu de temps. Donc on a f, une fonction qui va de u, un sous-ensemble de Rn, vers v, un sous-ensemble de Rn, et g qui va de v vers r, deux fonctions pour lesquelles toutes les dérivées partielles existent et sont continues. En gros, tout se passe bien. Et on pose h qui est g rond f, qui du coup va de u vers r. Et on dit que toutes les dérivées partielles de h existent et sont données par cette expression un petit peu affreuse qui fait un peu peur. Mais donc, on va démontrer ça, puis on va voir un exemple. Le dessin, du coup, cette fois-ci, c'est le suivant.
j'ai une première fonction. Alors, on part de U, si je ne me trompe pas, et on va vers V. Alors, U est inclus dans R puissance n, V, pareil, et après on va vers R, et c'est F qui agit entre U et V, et G qui agit entre V et R, et donc notre composition, elle fait la chose suivante. Voilà, ça c'est H qui est égal à G rond F. Mais alors, comme on l'a vu précédemment, la première chose à remarquer, donc là on va faire la preuve, c'est que la différentielle de H, par le résultat qu'on a vu tout à l'heure au point A, c'est égal à la différentielle du coup de G au point F de A, composée avec la différentielle de F au point A. Et puisque toutes les dérivées partielles pour ces fonctions existent et sont continues, elles existent aussi pour H, et on a que la dérivée partielle de H par rapport à sa jm composante en A, c'est égal à la différentielle de H au point A que j'applique au vecteur de base EJ. Par définition, ça me donne juste la dérivée partielle. C'est la définition finalement de ce que c'est la dérivée partielle. Et maintenant, on sait aussi, ça c'est un autre théorème qui nous le dit plus tôt dans le cours, que la dérivée au point A appliquée, la différentielle de f au point A appliquée au vecteur EJ. Donc on voit bien que f, en fait, sa différentielle, ça va être un vecteur, parce que f prend un vecteur et l'envoie sur un vecteur. Et donc ça, c'est égal au vecteur qui, pour chaque composante de f, associe la dérivée partielle de f par rapport à EJ, donc par rapport à la jm coordonnée. Donc ça ressemble à donc la première composante de f, donc que je vais nommer d rond f1, par rapport à la jm coordonnée, pardon, jusque, alors on est dans n dimensions, la nème composante de f par rapport toujours à la jm coordonnée. Alors que pour g, sa différentielle, ici c'est pas un vecteur, c'est simplement un nombre, parce qu'on voit que g va de R puissance n, d'un ensemble à n dimensions, vers R. Et donc ceci sera juste égal au produit scalaire du gradient et du vecteur et des composantes du vecteur u, quoi. Enfin non, le produit scalaire entre le gradient de g au point B et le vecteur u. Et donc ceci, si on le réécrit sous forme de somme, ça donne la chose suivante: somme pour i allant de 1 sur i allant de 1 jusqu'à n de d rond g d rond par rapport à la im coordonnée appliquée en B fois la im coordonnée de U. Et donc finalement, puisque G est différenciable, on sait que chaque dérivée partielle de H pas G, pardon, vu que H est différenciable puisque c'est la composition de deux fonctions différenciables, eh bien la dérivée partielle de H par rapport à Y, la jm composante appliquée en A, c'est égal à la différentielle de H au point A appliquée à EJ, comme on l'a vu au-dessus. Et ça, c'est égal à, du coup, la différentielle de G au point F de A, composée avec la différentielle de F au point A, le tout appliqué au vecteur EJ. Donc maintenant, si dans cette équation-ci, je remplace, je fais une substitution, en fait, mon U, ça devient du coup la différentielle de F au point A appliquée à EJ, au vecteur de base EJ, et B qui devient tout simplement F de A.
On retombe bien sur l'expression qu'on avait, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, à la page précédente, voilà, c'est sur cette expression-ci. Parce que du coup, maintenant, c'est simplement de la substitution, quoi. C'est la somme sur i allant de 1 jusqu'à n des dérivées partielles de g par rapport à la ième composante en f de a fois du coup la dérivée partielle de la ième composante de f par rapport à yj en a. Et voilà qui clôture la preuve, hein. On a vraiment juste appliqué la relation clé, c'est vraiment celle-ci. Et donc sur ce, parce que la vidéo commence à être un peu longue, mais on va finir par un exemple. C'est l'exercice 8 de la séance 8, le A. On nous dit qu'on a une fonction f qui va de R2 dans R, qui est de classe C2, et on nous demande de calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes. La fonction qu'on a appelée G1 de xy, qui est égale à f de yx. Alors il faut remarquer que G, c'est la composition de f et d'une tierce fonction que je vais appeler h, et h de xy, c'est égal à yx. Et donc, ceci, je peux le réécrire comme f de h1 de xy, h2 de yx, et donc h1 de xy, ça associe au couple xy juste y, et h2, c'est vraiment ce que j'ai réécrit là, hein, quoi, et h2, ça associe à tout couple yx, tout couple xy, c'est un petit peu confusant comme notation, ça associe x. Et donc maintenant, en fait, il me suffit d'appliquer la formule qu'on a vue précédemment. Je vais le faire seulement par rapport à x, mais c'est la même chose par rapport à y. Donc la dérivée partielle de g1 par rapport à x appliquée en xy, c'est égal, en regardant notre formule, à la dérivée partielle de f par rapport à sa première composante, que je vais noter x1, donc celle-ci, appliquée en h1 de xy, h2 de xy, ça c'est vraiment toujours cette relation-ci, fois la dérivée partielle de, du coup la première composante de notre fonction h, donc que j'ai appelée dh1, par rapport à x. Ça, c'est ce que nous dit cette relation-ci. Plus, parce que ici, n est égal à 2, eh bien, c'est la même chose. Ça, c'est en xy, pardon. Plus la dérivée partielle de f par rapport à sa deuxième composante, en h1 xy, h2 xy, fois la dérivée partielle de h2, toujours en la composante x de g, le tout en xy. Maintenant, on regarde, alors la dérivée partielle de h1 par rapport à x, mais h1, en fait, à xy, il associe y, et donc si je dérive y par rapport à x, ça me donne 0, y c'est comme une constante, donc tout ce terme-là se simplifie, et donc il reste que ceci. Et la dérivée partielle de h2 par rapport à x, je regarde, la deuxième composante, c'est la fonction qui, à tout couple xy, associe x, et la dérivée de x par rapport à x, ça nous fait 1, donc ce truc-là, c'est égal à 1. Et donc, tout ce qui nous reste, ceci se simplifie, ça, c'est égal à 1. En fait, ce qui nous reste, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x2, de quoi? De h1 de xy, h2 de xy, oui, mais h1 de xy, c'est y, et h2 de xy, c'est x. Et donc voilà, pour ce premier exercice, la suite est vraiment très similaire. Et ceci clôture la vidéo sur la chain rule. J'espère que ça aura pu vous aider, et à bientôt pour une prochaine vidéo.